Donc on va parler aujourd'hui d'un problème qui devient de plus en plus important, c'est les médicaments du marché, autrement dit les contrefaçons, les médicaments dont on n'est pas sûr et qui provoquent des accidents et qui en provoqueront de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de fabricants dans certains pays comme les Indes, comme la Chine, qui vendent des produits qui ne sont pas contrôlés et dont le prix d'achat est inférieur à celui que vous achetez habituellement, et c'est une tentation très forte pour des habitants qui n'ont pas beaucoup d'argent d'aller directement au moins cher parce qu'ils n'ont pas la notion de savoir s'il est aussi bien que l'autre ou moins bon. Donc des médicaments contrefaits, c'est un problème qui est général, hein. Ça ne touche pas que les pays africains ou asiatiques, ça touche tous les pays, même les États-Unis. On sait actuellement avec le FDA, par exemple, qu'il y a à peu près 1% de médicaments faux qui circulent. Ça va depuis le Viagra jusqu'à d'autres produits hypotenseurs. Autrement dit, ça va taper essentiellement dans les produits chers, parce que c'est là qu'on fait le plus de bénéfices quand on veut faire des produits contrefaits. Alors, évidemment, ce qui est aux États-Unis est quand même relativement bien contrôlé, mais en Asie, en Afrique, où les contrôles sont beaucoup moins importants, on se retrouve avec des taux qui sont évalués en ce moment entre 10 et 50% de produits contrefaits sur les trois continents. Alors, les plus concernés pour ces trois continents, c'est essentiellement les antibiotiques et les antipaludiques, puisque ce sont des médicaments, comme je vous le disais, d'un coût élevé. La distribution est difficile à contrôler. Très souvent, vous avez des produits qui sont vendus sans emballage d'origine. Donc, on vous vend une plaquette comme ça, ou on vend même des comprimés à l'unité chez le petit marchand du coin ou sur le marché. Donc, vous êtes obligé de faire confiance et vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dans ce comprimé, ni d'où il vient. Sur les marchés, c'est le même problème. Dans les boutiques, c'est pareil. Et vous savez que peu partout en Afrique, si vous envoyez, si vous y allez, vous ne l'aurez pas, mais si vous envoyez votre bonne chercher de la chloroquine ou n'importe quoi chez la petite boutique du Peul à côté, oui, il va certainement en avoir pour pas cher. Mais ça sera déconditionné. On va lui donner dans un petit papier un comprimé ou deux comprimés, c'est tout. Vous ne savez pas vraiment d'où ça vient. L'emballage est peut-être contrefait, et c'est là que ça devient beaucoup plus grave, c'est-à-dire qu'on a un emballage qui incite à la confiance, et dedans, il n'y a rien vraiment d'intéressant. Donc, ça se vend aussi bien dans les pharmacies, ça se vend aux ONG, puisque récemment, il y a eu l'exemple d'une ONG en Asie qui a acheté un stock de je ne sais plus combien de 100 000 comprimés, qui était faux. Bon, c'est suffisant. Et puis vous avez les hôpitaux aussi, ou les centres de santé qui reçoivent des médicaments qui sont aussi contrefaits parfois, dans la mesure où il est très difficile de faire des contrôles, qu'il n'y a pas de laboratoire de contrôle des médicaments dans beaucoup de pays, et que les médicaments circulent comme ça. Donc la pharmacie nationale d'approvisionnement peut acheter avec, disons, un appel d'offres, un lot de médicaments, que ce soit du paracétamol ou n'importe quoi, à un prix très intéressant. Elle n'a pas les moyens de le contrôler. Et de toute façon, elle va le mettre en circulation. Et dans l'endroit où je travaille, j'ai du paracétamol, je peux vous dire qu'il fait strictement rien. Il coûte pas cher, mais ça n'agit pas. Donc manifestement, il n'y a pas la dose, ou il n'y en a pas du tout peut-être. Alors, en ce qui concerne les dérivés de l'artémisinine, ça a été extrêmement tentant, parce qu'en Asie, déjà depuis longtemps, il y a des gens qui se sont attaqués aux contrefaçons. Et l'artésunate étant le produit qui est le plus diffusé, est aussi le plus concerné par les contrefaçons. Voilà simplement un exemple, 2 études effectuées à 2 ans d'intervalle sur des boîtes d'artésunate qui ont été achetées dans les pays du sud-est asiatique. Ça concernait donc la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, Laos et Myanmar. Et on a vu au cours des années, avec une deuxième étude qui a été faite en 2002-2003, une augmentation du nombre de contrefaçons qui existaient sur le marché. En 99-2000, ça a été publié par Newton en 2001, vous aviez sur 104 boîtes achetées en pharmacie ou en magasin, 38% qui étaient des contrefaçons. Bon, c'est quand même presque un tiers de médicaments, plus d'un tiers de médicaments faux. 30 sur les boîtes, c'est-à-dire à peu près 30%, ne contenaient absolument rien. Il n'y avait pas du tout d'artésunate dedans, ça a été vérifié. Et puis dans les autres, eh bien, il y avait aussi des quantités, peut-être d'artésunate, mais qui étaient très largement inférieures à ce qu'on attendait d'après ce qui était marqué sur les boîtes. Donc les contrefaçons, en fait, concernaient les 5 pays à peu près à partie égale, et on avait remarqué que les comprimés avaient un goût amer. Peut-être y avait-il de la chloroquine à la place, on ne sait pas. Et ça n'a pas été recherché.
Donc les prix étaient très intéressants puisqu'on vous vendait ces boîtes-là à 30 ou 45% moins cher que sur le marché normal. Donc les gens effectivement sont tentés d'acheter ça. L'emballage ressemble, il est pratiquement identique et il n'y a pas vraiment beaucoup de difficultés pour quelqu'un seul. Les hologrammes qui sont sur les boîtes d'Artesunat de ces Guillain ont été copiés. Ils ont été tellement bien copiés qu'actuellement, par exemple au Cambodge, il est absolument impossible de distinguer une fausse boîte d'une vraie boîte. L'hologramme est parfaitement identique. Donc on est arrivé à une perfection dans le faux, quelque chose d'extraordinaire. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a quand même une évolution qui s'est faite, et en 99-2000, on arrivait encore avec les hologrammes à déterminer les boîtes fausses des boîtes vraies. Donc la quasi-totalité des boîtes qui ont été achetées étaient marquées, bien sûr, manufacturées par Guillain Pharma, qui est celui qui délivre les produits à base d'artémisinine, principalement l'artesunate. Dans le même pays, donc en 2002-2003, comme je vous disais, il y a eu une augmentation importante. On a fait un achat de 188 boîtes, et 53% cette fois-ci étaient fausses, et ne contenaient pas ou de très faibles quantités d'artesunate. La détection, comme je vous disais à l'instant, au niveau du conditionnement est vraiment difficile. Moi j'ai eu des boîtes, par exemple au Myanmar, dans les années 97-98, qui étaient fausses, ce qui nous a d'ailleurs valu de perdre des enfants au départ, et ces boîtes ne contenaient pas le code barre, on a remarqué. Mais maintenant ils imitent bien les codes barres, et puis les hologrammes aussi, donc là ça devient de plus en plus grave. Bon. Les hologrammes de Guillain Pharma sont portés sur plus de 80% des boîtes qui sont contrefaites et vendues actuellement au Cambodge, et à peu près 45% de celles qui sont vendues au Laos. Donc, comme je vous disais, impossible de les distinguer. La seule chose qui permet de les distinguer, si vous regardez au gros grossissement, c'est que sur l'hologramme de ces boîtes fausses, la plupart ne portent pas la mention Guillain Pharma. Donc vous avez l'hologramme qui peut être en relief ou qui peut ne pas l'être, avec des couleurs qui sont différentes, mais dans la plupart des endroits, Guillain Pharma n'est pas marqué au bas de l'hologramme. Alors pour le reste, pour les autres médicaments, que ce soit les formes injectables, par exemple, que ce soit les comprimés d'artéméter, la dihydroartémisinine, Patexin, ou artesunate mefloquine, actuellement les boîtes d'artesunate mefloquine qui sont vendues au Cambodge, par exemple, on n'en a absolument pas trouvé de fausses pour le moment. Et c'est la même chose en Thaïlande. Donc c'est assez rassurant sur ce plan-là. Voilà des images d'hologrammes, si vous voulez, qui sont... Alors le véritable hologramme, c'est celui qui est ici. Et vous voyez qu'il porte la marque Guillain Pharma, il est en relief. Et ici, vous avez par exemple un hologramme qui était celui des boîtes de 99 à 2001. Et vous voyez qu'il est quand même assez différent et il n'a pas de sensation de relief, il est plat. Alors vous avez une amélioration en 2002-2003, on commence à avoir du relief, on commence à avoir des couleurs qui sont assez proches, et puis les dernières boîtes sont assez voisines. Il y a une petite différence de couleur qui apparaît, mais le relief est bien rendu, et dans la plupart des cas, il n'y a pas, comme je vous disais, l'information de provenance de Guillain Pharma. Alors, il n'y a pas que l'artesunate qui est touché, bien sûr. Vous avez beaucoup d'autres médicaments, et on parle uniquement des antimalariques. Et la mefloquine a également été contrefaite. Et des études ont montré que sur 44 boîtes, par exemple, de mefloquine qui avaient été achetées, il y en avait pas 10% qui étaient des contrefaçons. Et surtout, dans ces boîtes, qui étaient des boîtes c'était des boîtes en conditionnement hospitalier, c'est-à-dire des boîtes de sang. Donc là, on reçoit la boîte et puis il n'y a rien de marqué. Et quand on prend des comprimés au hasard à l'intérieur, la moyenne de produits actifs dans ces boîtes de 100 comprimés, c'est 18,1 mg au lieu de 250 qu'on devrait trouver. Donc ça fait une sérieuse différence. Et effectivement, on peut parler de résistance à la mefloquine quand on n'a pas de bons résultats avec ces comprimés-là. Donc la provenance indiquée, c'était Mefa, la compagnie qui vend la mefloquine déjà depuis longtemps à Bâle, et marqué suisse, tout est impeccable, les boîtes sont parfaitement imitées quand il s'agit des petits conditionnements, et puis dans les gros conditionnements, c'est des boîtes de vrac, on ne peut pas le voir.
L'aspect des comprimés est également impossible à distinguer. Quand vous prenez la boîte et que vous regardez avec des comprimés d'une boîte d'origine de chez MEFA, vous ne voyez pas de différence. Il n'y a pas de différence non plus souvent au niveau de la dissolution du comprimé, parce qu'on peut s'en apercevoir par la coloration, par différentes choses, mais on peut aussi s'en apercevoir en mettant le comprimé dans l'eau. Il est censé se dissoudre assez rapidement, et les normes existent pour la dissolution d'un comprimé chez le fabricant, et là, la plupart du temps, pour ces comprimés de méfloquine, en tout cas, c'est à peu près la même chose. Alors il y a d'autres exemples, je vous en cite plusieurs comme ça, on ne va pas passer la soirée à donner toutes les informations parce qu'on en connaît beaucoup sur les médicaments contrefaits. Et au Sénégal, vous avez une pharmacie au centre de Dakar qui s'appelle Kersering-Ebi et qui est une grande officine qui travaille clandestinement au vu aussi de tout le monde connaît ça. Et au début, cette officine était surtout tenue par des tradipraticiens qui faisaient de la phytothérapie, qui ramenaient des plantes, qui donnaient des conseils aux gens. Et puis petit à petit, ils sont enhardis un petit peu. La fraude s'étant installée un peu partout dans certains sites, ils ont commencé à vendre des médicaments frauduleux. En fait, le départ, c'est Touba. Touba, si vous n'êtes pas sénégalais, je vous dis que c'est une ville religieuse qui est tenue par les Mourides, qui est une secte musulmane assez intégriste, qui est d'ailleurs la secte du président actuel du Sénégal, et dans lequel il se passe un tas de choses qui ne sont pas vraiment très normales, si vous voulez, depuis le trafic de drogue, trafic d'argent, blanchiment, tout ce que vous voulez, mais comme c'est sous couvert religieux, et que personne n'ose y toucher à cause de la force et de la puissance des marabouts, bon, c'est comme ça. Et après, comme ils sont en contact avec Kersering, et que Kersering, c'est vraiment des marabouts extrêmement puissants de Touba, ils ont commencé à vendre sur Dakar pour s'ouvrir des débouchés plus importants que ceux de Touba. Donc voilà un petit peu en quelques mots l'existence de cette pharmacie. Donc aujourd'hui, ils vendent des médicaments, certaines viennent des pays anglophones, le plus souvent le Nigeria, aussi de la Gambie, mais c'est pas forcément fabriqué en Gambie. Le Gambie sert de tremplin et c'est vendu, c'est des placebos la plupart du temps. Un certain nombre d'entre eux ont été analysés. Il y a de la farine, il y a du sucre, tout ce que vous voulez à l'intérieur, du lactose. Bon, donc si vous voulez, là, il y a vraiment comment dirais-je, une pérennisation des faux médicaments qui se fait absolument en vue et au-dessus de tout le monde sans que personne n'ose intervenir. Bon. Et puis vous avez un deuxième système qui fonctionne de plus en plus maintenant au sein de cette pharmacie, c'est la récupération des boîtes périmées qui sont récupérées par service d'hygiène, censées être jetées et qui sont récupérées. On récupère les plaquettes, on fait des conditionnements et on remet ça sur le marché, on revend. Donc c'est des produits qui sont périmés depuis 1 an, 2 ans et comme les dates ne sont pas marquées sur les boîtes, ça passe tout seul. Donc voilà un petit peu le système. Alors ces plaquettes périmées, on peut en trouver facilement si vous allez à Dakar, en dehors de Kersering. Vous allez sur des marchés comme Sandaga, qui est en plein centre de Dakar, où il y a beaucoup de petits commerçants. Vous allez à Tilène ou à Castor, qui est un petit peu plus loin du centre de la ville. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Moi, je fais mes courses à Castor, je peux vous dire qu'on en trouve facilement. Bon, donc les contrefaçons, on va peut-être dire quelques mots sur le Cameroun maintenant, qui a été aussi bien placé dans ce domaine-là. Des études qui ont été faites par notre collègue Leonardo Basco il n'y a pas si longtemps, sur des 284 boîtes d'antipaludiques qu'il a achetées sur le marché parallèle, ne s'est pas acheté en pharmacie, il a acheté sur le marché parallèle entre 2001 et 2002. Il a fait ça dans plusieurs régions du pays, aussi bien le nord, l'ouest, le sud et le centre du pays, sur Yaoundé en particulier. Et il a trouvé donc que les principes actifs ou des doses très faibles de produits dans ces médicaments sont marché parallèle. Ça concernait à peu près 38% des boîtes de chloroquine qui étaient pratiquement n'avaient pas de produit ou des quantités infimes. Ça concernait beaucoup plus la quinine, puisque 74% des boîtes de quinine qui étaient achetées ne contenaient pas de quinine. Et vous aviez 12% pour la sulfadoxine pyrimétamine. À chaque fois, quand on regarde les indications de lieu, c'est pratiquement toujours de l'Union européenne que ça vient, un peu moins souvent d'Asie, d'Afrique. Mais dans l'ensemble, 41% des cas concernent ces pays qui sont marqués comme l'origine du produit sur les boîtes. Donc,
il y a eu encore beaucoup plus grave, c'est-à-dire que les comprimés qui étaient vendus pour de la quinine au Cameroun, en fait, n'en contenaient absolument pas, mais contenaient de la chloroquine. Donc là, c'est plus facile à s'en apercevoir. La dose de chloroquine n'était pas tellement... C'était de l'ordre de 100 mg. Bon, ça allait encore. Mais le problème, c'est que quand on a commencé à donner ces comprimés de quinine dans le public, les médecins ont dit, mais attendez, c'est curieux, cette quinine, les gens se grattent, ils ont du prurite, et puis ça fait rien, alors donc c'est des résistances à la quinine, ça a commencé à remonter au niveau du ministère, et puis finalement, l'analyse a montré qu'il y avait de la chloroquine dedans, ce qui explique le prurite, et ce qui explique aussi le manque d'activité du produit, quand on sait qu'au Cameroun, il y a plus de 50% de résistance à la chloroquine dans la plupart des régions. Voilà. Alors ensuite, au Ghana, Sierra Leone et Nigeria, qui sont aussi des endroits où on travaille beaucoup les faux en tout genre. Vous avez aussi une série de faux sirops d'allophantrine pédiatriques qui ont été vendus en 2002, qui ne contenaient pas du tout d'allophantrine, et l'analyse a montré que c'était des sulfamides qui étaient à l'intérieur. Donc voilà quelques exemples en vrac pour vous sensibiliser un petit peu au problème, pour vous montrer qu'il y a des pays où ça se passe très bien, on peut vendre des faux comme on veut, et peut-être d'autres pays où c'est un peu moins facile. Alors la production et la distribution des contrefaçons, alors ça c'est important, on sait que ça se fait à large échelle maintenant, et puis on n'est même pas certain qu'on connaisse tout, malheureusement on est très largement en dessous des connaissances de tout ce qui se fait comme contrefaçon. Et vous avez des réseaux de fabrication, ces réseaux de fabrication, certains sont identifiés, et bon, les plus connus actuellement sont en Chine et aux Indes principalement. Ça ne veut pas dire que tous les laboratoires hindous et chinois vendent des faux, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais à côté des laboratoires qui vendent les vraies drogues, vous avez un certain nombre de petits fabricants qui font des contrefaçons et qui se passent sur le marché avec différents moyens. Donc le Nigeria n'est pas forcément un fabricant, mais c'est un gros revendeur. Il achète beaucoup sur la Chine, sur les petites officines qui ne sont pas forcément bien contrôlées, et également il achète également aux Indes. C'est pas acheter ces sites-là, mais c'est des boîtes qui n'ont pas vraiment une existence connue. Donc, si vous voulez, la Pharmaceutical Society of Nigeria dit actuellement qu'il y a à peu près 70% des médicaments qui circulent au Nigeria qui sont faux. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Hein. Et ce sont des contrefaçons. Et on connaît les pays d'origine, ce sont essentiellement donc Inde, Pakistan, Indonésie, Égypte actuellement pour ces médicaments faux. Bon, puis bien sûr aussi il y a la Chine qui repasse ça, mais ça ne vient pas directement. La Chine passe souvent par des pays européens avant de retransmettre ces produits faux sur le Nigeria. Donc il y a des circuits, il y a des réseaux. Hein. Alors ces circuits de distribution, ils sont compliqués, bien sûr, ils transitent souvent, comme je vous disais, par plusieurs pays pour essayer de brouiller les pistes et faire en sorte que celui qui a vendu le produit faux ne soit pas inquiété. Donc il y a un exemple très clair, en 2000, les douanes belges ont saisi un lot de 57 600 boîtes de fausses capsules d'allophantrine qui venaient de Chine et qui étaient justement en direction du Nigeria. Donc ça transitait par la Belgique, ça repart sur le Nigeria ensuite. Et non seulement dans ce paquet-là, il y avait des boîtes qui concernaient la l'allophantrine, mais comme vous le voyez, il y a des boîtes de fausses ampicillines, aussi Amplivox, qui étaient dans le paquet. Il y avait également des boîtes de fausses amoxicilline, Amoxil, qui étaient également revendues sur le Nigeria. Et toutes ces boîtes portaient l'indication de Glaxo, GSK. Hein. Alors les distributeurs chinois de ces contrefaçons, à l'époque, se préparaient à exporter près de 43 tonnes, de différents produits médicamenteux qui ont, par suite de la remontée des informations sur la Chine, été saisis. Donc voilà, c'est un peu comme la drogue, on connaît ce qu'on voit et ce qu'on prend, mais ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas l'évaluer, hein, c'est très difficile. Donc les médicaments avait les labels de 7 compagnies différentes, qui sont des compagnies pharmaceutiques internationales, dont Sanofi en particulier, et GSK aussi. En 2001, les autorités chinoises, sur la pression de l'OMS et d'un certain nombre d'organisations internationales, sont intervenues pour arrêter ce commerce illicite, et ils ont fermé à peu près 1300 usines, pour vous dire que ça fonctionnait très bien au niveau de la Chine. Le malheur, c'est que dès que vous fermez une usine en Chine, elle va 100 km plus loin, elle recommence, elle se remonte, etc. Donc c'est absolument impossible à gérer. Si vous en fermez une, ils en construisent deux aussitôt, et c'est malheureusement le problème actuel.
En 2004, donc, ils ont arrêté également 22 producteurs de lait, ça c'est autre chose, de lait en poudre qui était falsifié, et puis ils ont fermé les usines qui en produisaient, puisqu'il y a eu la mort de plusieurs enfants. Donc ça ne touche pas en Chine que les produits pharmaceutiques, ça touche aussi des aliments, ça touche beaucoup de choses. Donc les Chinois sont passés maîtres dans la contrefaçon dans tout genre, et vous savez très bien, ils vous vendent n'importe quoi, contrefait, aussi bien des appareils informatiques que n'importe quoi. Donc la lutte contre les contrefaçons, c'est un problème qui est très difficile, parce qu'il faut identifier en fait d'où ça vient. Comme vous avez vu, les réseaux sont très compliqués à remonter, et les fournisseurs de toutes ces boutiques, ces marchands, ne sont pas connus. Si vous les interviewez, ils ne savent pas d'où ça vient, ils achètent ça à un autre vendeur, etc. Ils vont remonter pas plus loin d'une ou deux personnes. C'est comme quand vous arrêtez un dealer, vous n'arrivez jamais à retrouver celui qui mène le réseau de dealers, c'est la même chose. Là, il y a une forte demande donc de la part des populations, et c'est là qu'on n'a pas l'aide des populations, parce que les populations, elles ont envie d'acheter un produit qui est moins cher, et elles ne savent pas qu'il est contrefait, donc elles ne sont pas très compliantes, si vous voulez, pour aider à arrêter ce genre de circuit. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait à peu près 30 à 45% d'économie, par exemple sur une boîte d'artisanat, c'est quand même pas négligeable quand on a un petit budget. Et on a fait des campagnes d'information par radio dans beaucoup de pays, en particulier au Sénégal aussi, des campagnes avec la télévision, des affiches sur les dangers des médicaments vendus. En France, il y a Remède, par exemple, qui s'occupe donc des médicaments, qui est une association, une ONG, qui a fait des affiches qui sont très incitatives, puisqu'elles sont noires, avec un squelette, etc. Bon, on en a affiché un petit peu partout. Malgré cela, on a beaucoup de mal à ce que les gens n'achètent pas sur le trottoir. L'arsenal législatif et réglementaire qui permettrait éventuellement le contrôle et la répression des contrevenants est extrêmement faible. En fait, les peines de prison qui sont encourues par les gens qui sont pris à vendre des contrefaçons sont extrêmement faibles. Donc les gens s'en moquent, ils continuent. Et pour des choses beaucoup moins graves, on fait des peines de prison plus importantes aux Indes en particulier. Alors les Indes parlaient d'ailleurs il y a très peu de temps de remettre une peine de mort justement pour les gens qui vendaient des contrefaçons et qui fabriquaient des contrefaçons. Enfin pour l'instant, ils n'ont pas encore mise, mais ça a été discuté au Parlement. Donc il faut donc la volonté des politiques des pays, bien sûr, parce que sinon on n'arrivera à rien. Dans plusieurs pays, ça c'est beaucoup plus grave, les pouvoirs publics sont vraiment en collaboration avec les vendeurs de contrefaçons. Autrement dit, les vendeurs arrivent à être accrédités pour vendre leurs contrefaçons en versant de l'argent à différentes personnes du pays et ainsi à passer en toute impunité dans les circuits commerciaux. Donc ça c'est embêtant parce que l'on ne peut rien faire. Les firmes pharmaceutiques aussi sont hostiles. Pourquoi les firmes pharmaceutiques? Elles auraient intérêt a priori à arrêter les contrefaçons. Ben non, parce que si on dit par exemple que tel produit est contrefait, les gens vont ont pu l'acheter, c'est évident, parce qu'on ne sait pas si c'est un bon ou un mauvais. Donc en général, mais enfin il y a toute une littérature là-dessus dans les journaux américains ou anglais, où on montre très bien qu'on a prévenu les gens de la compagnie, ils n'ont strictement rien fait, ils ont même souvent démenti, parce qu'ils ne veulent pas ternir l'image de marque d'un antihypertenseur ou d'un Viagra. Donc c'est comme ça. Alors, en Thaïlande actuellement, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est un peu rassurant, c'est qu'il y a de plus en plus une gestion qui est faite dans les centres de santé, beaucoup moins dans les circuits parallèles, si vous voulez. Et pour, en particulier, l'approvisionnement en antipaludiques et principalement sur les associations de mefloquine et d'artesunate, ça se passe le plus souvent, les médicaments sont délivrés au niveau des centres de santé publics. Et de ce fait, ça évite beaucoup de marchés parallèles. Donc, le Cambodge, c'est pareil, l'artesunate qui est diffusé en blister avec la mefloquine. Jusqu'à présent, malgré toutes les enquêtes qui ont été faites, n'ont pas trouvé encore de contrefaçon. Ça viendra peut-être. Enfin, pour l'instant, c'est comme ça. Alors, quels sont les risques? En quelques mots, si vous voulez. Bon, je vous rappelle un exemple qui est bien connu dans la littérature, c'est celui du Ghana, où on a vendu du sirop de paracétamol qui contenait du diéthylène-glycol. Alors ça fait la mort de près de 500 enfants quand même. Et ça a été rapporté, ça a été analysé.
Vous avez en Chine une estimation qui a été faite par les pouvoirs publics dans les années 2000-2001. Ils trouvent que, et ils sont certainement sous-évalués, qu'il y a à peu près 192 000 personnes qui sont décédées du seul fait des contrefaçons qui sont vendues en Chine. Et vous avez, pour les antipaludiques, souvent, comme je vous l'indiquais, l'absence totale de principe actif. Et ça, c'est criminel, parce que finalement, en tant que médecin, vous soignez les gens, vous attendez un résultat, puis au bout de 2 jours, quelquefois, il est trop tard pour revenir en arrière et changer la thérapeutique. Donc ça, c'est un point important. Et puis, les sous-dosages aussi, qui sont extrêmement importants parce qu'ils provoquent des échecs thérapeutiques. Ils sont reconnus comme étant coupables de résistance, alors que c'est pas le cas. Et vous avez également une augmentation des coûts parce qu'il faut prolonger des traitements ou changer des traitements parce que les sous-dosés n'ont pas marché. Donc tout ça, c'est tout à fait négatif. Alors la détection maintenant des contrefaçons, vous pouvez avoir des moyens très simples, ce qu'on faisait au début, où les gens n'étaient pas encore très au fait des contrefaçons, les boîtes étaient un peu différentes, on arrivait à les repérer relativement facilement. Mais de plus en plus, les contrefacteurs se sont bien équipés et ils arrivent maintenant à faire des boîtes qui sont pas semblables à celles que vous aviez. Il est difficile aussi de repérer, même sur la nature des comprimés, les couleurs sont identiques. La seule chose qui peut changer quelquefois, c'est l'empreinte qui est sur le comprimé, avec la marque par exemple. Quelquefois ils mettent une empreinte dessus, ça ils ne le font pas. Donc ils n'ont pas d'empreinte. Hein. Vous avez également la possibilité de vérifier la dissolution plus ou moins rapide du comprimé. Il est certain que si c'est de la farine ou autre, ça ne va pas faire la même chose que si c'est du sucre ou de l'artésunate. Donc le temps de dissolution d'un comprimé peut varier. Et ça peut être aussi un indicateur facile. Mais là aussi, maintenant, ils sont bien équipés. Et on peut détecter la présence donc de chloroquine et d'un certain nombre d'aminocapsinoléines, même de quinine, tout simplement avec des réactions colorées très simples qu'on utilise dans l'urine depuis très longtemps pour savoir, avant une enquête, si les gens ont pris ou non des médicaments par des réactions comme celle de Saccard-Salomon qui donne des réactions colorées. Maintenant, l'artésunate est plus difficile à détecter. Et on est obligé de provoquer une décomposition alcaline pour avoir une coloration jaune qui apparaisse en présence de sel diazonium, c'est ce qui est la technique la plus utilisée, et il faut travailler à pH 4 pour avoir cette coloration jaune qui apparaît. C'est une coloration qui est assez sensible, et c'est utilisé maintenant par une entreprise allemande qui est German Pharma Health Fund, qui, sous le nom de Minilab, vous vend des petites boîtes qui permettent de détecter très facilement dans un lot si vous avez de l'artésunate ou pas. Et c'est des systèmes qui sont très faciles à utiliser. Et c'est des petites chromatographies en couche mince, ça va assez vite à faire, ça coûte pas très cher, ça coûte moins d'$1 la plaquette. Et pour un lot de médicaments, vous pouvez faire une détection rapide d'un lot qui est frelaté ou non. Hein. Donc ça marche aussi bien pour la chloroquine aussi que la quinine, la sulfadoxine-térimétamine aussi, ça ils ont vendu des... Bon, ça marche pas pour tout, hein, ça marche uniquement pour ça. Vous avez ensuite une fiabilité donc qui est assez bonne de ces produits. Il y a pas non, ça vous donne pas le milligramme près, hein, c'est sûr, mais ça vous dit il y en a ou il y en a pas, et ça vous donne une évaluation qui est semi-quantitative, si vous voulez, hein, c'est déjà pas mal. Et puis vous pouvez ainsi donc détecter soit des surdosages, soit des sous-dosages. Donc, mais c'est quand même très utile. Un autre problème qui est lié aussi à ces traitements frelatés, c'est les campagnes de traitement à domicile qu'on encourage actuellement au niveau de l'OMS dans des régions endémiques parce qu'on a un accès aux soins qui est difficile, etc. Après la mise en place donc du protocole, on observe que les antipaludiques à utiliser sont souvent achetés autre part que dans des sites où on a la sécurité. Donc les gens vont commencer au début avec des médicaments qui sont bons, puis petit à petit ils vont dire ça coûte moins cher chez le Col du Camp, on va l'acheter, etc. Donc on se retrouve avec aussi des médicaments frelatés qui sont achetés par les mamans et utilisés à domicile. Et ça aussi c'est un danger important. L'absence de conditionnement et d'indications sur les boîtes qui sont vendues dans ces cas-là, donc accroît le risque, parce qu'on peut avoir aussi des choses qui sont vendues comme des antimalariques et qui n'en sont pas, parce que celui qui les vend, quelquefois est tout déconditionné, donc il peut vous donner un produit, d'une part qui peut être surdosé, puisque c'est en pédiatrie, et qui peut être tout à fait autre chose qu'un antimalarique qui est toxique pour les enfants qui le prennent. Vous avez
souvent aussi l'incidence dans ces traitements à domicile de tous les traitements traditionnels. On est tous confrontés à ça en pays africains. Certains que dans la plupart des endroits où on travaille, près de 50% des familles commencent par aller voir le praticien et reviennent ensuite au dispensaire s'il n'y a pas de résultat. Et ça se passe en général dans les 24 heures, malheureusement quelquefois un petit peu plus longtemps, et ça peut se terminer mal. Voilà, donc quelques conclusions si vous voulez. La production de médicaments, donc c'est une entreprise très vaste où beaucoup de gens gagnent bien beaucoup d'argent, ça c'est clair. Et ça touche les pays les plus pauvres parce que ce sont les plus perméables à ce type de marché, et ce sont ceux qui ne vont pas hésiter à payer moins cher un produit parce qu'ils ont très peu de moyens. Vous avez une augmentation de la morbidité et de la mortalité qui est probablement liée à l'utilisation de ces faux médicaments. Vous avez quelque chose de plus important encore qui est la perte de confiance. Souvent quand c'est détecté au niveau du public, les gens n'ont plus confiance en rien. Ils disent ben voilà, on a acheté ça, c'était pourtant à la pharmacie, c'est un faux médicament, ça n'a pas marché, etc. Donc il y a une perte de confiance qui peut se manifester aussi au niveau des unités de santé qui elles-mêmes ne sont pas à l'abri de délivrer des faux médicaments qui sont achetés par les structures centrales, pharmacie nationale. Vous avez l'utilité d'une collaboration en fait entre les laboratoires pharmaceutiques, les gouvernements, les organisations internationales de commerce, les douanes. Tout ça c'est insuffisant, ça ne marche pas pour l'instant, et on est obligé de travailler avec ce que l'on a, si vous voulez. La dissémination constitue donc un obstacle également au contrôle du paludisme dans certaines régions, parce que si on délivre des faux médicaments, il est certain qu'on n'arrivera pas à contrôler le paludisme avec ce système-là. Bon, le danger pour le malade, le contrôle de ces faux médicaments est insuffisant. Il faudrait vraiment que dans la plupart des pays, il y ait des systèmes qui se mettent en place de contrôle des médicaments. Vous savez très bien que la plupart des pays d'Afrique n'ont pas de laboratoire de contrôle des médicaments, il n'y en a que quelques-uns, et il y en a quelques-uns d'ailleurs qui ont surtout une en tête, mais il n'y a rien derrière, parce que ça ne fonctionne pas et c'est pas fait. Donc en fait, les structures officielles achètent des lots de médicaments sur adjudication, enfin sur des appels d'offres, ils reçoivent un lot et ils le distribuent parce qu'ils n'ont pas les moyens de contrôler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si on arrivait là aussi à faire des réseaux dans certains pays d'Afrique de l'Ouest ou du centre, avec seulement même un laboratoire de contrôle auquel on puisse s'adresser à 5 ou 6 pays pour pouvoir attester que le produit qu'on va délivrer en très grande quantité est bon, ça serait excellent. Surtout que ce n'est pas vraiment très compliqué à faire pour ces antimalariques en particulier. Donc l'unité de contrôle, et malheureusement, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Voilà, je vous remercie.